Voilà, nous enchaînons maintenant pour notre dernière intervention de cette matinée, toujours sur la même thématique, construire autrement, utiliser autrement. Je vais prendre mes notes et nous accueillons Emmanuel Normand. Je vous présente très rapidement, vous passez la parole. Je crois que la présentation est en place. Donc, vous êtes diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Désolé. Bienvenue, bienvenue. Et vous avez démarré votre carrière au sein du ministère chargé de l'Environnement. On ne donnera pas son nom parce qu'il a changé 10 000 fois de nom, en exerçant diverses responsabilités en région, en administration centrale et au cabinet du ministre. Et vous travaillez depuis 2002 dans le groupe Saint-Gobain, principalement dans le secteur des produits de la construction, d'abord au Brésil, puis en Chine entre 2005 et 2012. Je crois que c'est là qu'on a dû se croiser. En France ces dernières années. Donc, durant ces années en Asie, vous avez été chargé du développement de l'activité canalisation en Chine. Ensuite, en 2009, délégué général de Saint-Gobain pour l'Asie-Pacifique et directeur général de région du pôle produits pour la construction, toujours sur le même périmètre. 2012 à 2016, vous avez été chargé de l'activité isolation, mais sur le périmètre mondial. Et enfin, je termine, il y a eu peut-être des nouveautés, mais en mai 2016, directeur du développement durable du groupe Saint-Gobain. Oui, toujours. Toujours, très bien. Eh bien, nous allons parler de solutions pour décarboner le bâtiment. Donc, on poursuit sur cette même thématique. À vous la parole. Parfait. Bonjour à tous. Je vois que vous avez des programmes qui sont très intenses et on arrive au moment du déjeuner. Donc, je vais essayer de maintenir l'intention. Effectivement, je vais vous parler un petit peu de Saint-Gobain. Alors, je pense que l'assistante connaît à peu près Saint-Gobain, ou du moins a peut-être une vision de Saint-Gobain. Et peut-être que vous allez ressortir de ma présentation avec une vision un petit peu différente. Et bien évidemment, je vais en particulier vous parler de sujets climatiques, de sujets de carbone, de voir comment nous, on contribue à la transformation de l'écosystème de manière générale. Alors, mes slides sont en anglais. Je pense que vous allez tous lire l'anglais. Ça, c'est quelques chiffres de Saint-Gobain les plus récents. Aujourd'hui, c'est 170 000 employés dans 75 pays en termes d'opérations industrielles. C'est plus d'1 millier d'usines. Vous voyez déjà le challenge quand on parle de décarbonation, ce que ça peut vouloir dire. On a dépassé les 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, avec plus de 5 milliards d'euros de résultats. Une organisation qui a été fondamentalement repensée il y a 3 ans, en mettant l'accent sur les pays, parce que nos marchés, c'est principalement 80% les marchés de la construction. On a 20% de marchés autres qui sont regroupés dans une entité globale appelée Solutions Haute Performance. Mais le cœur de nos marchés, c'est le marché de la construction. Donc, on a fait le choix de faire disparaître ce qui était les activités mondiales. Donc, le rôle que j'exerçais précédemment comme patron de l'activité isolation de Saint-Gobain n'existe plus chez Saint-Gobain aujourd'hui. Mais il y a des patrons pays qui ont autorité sur l'ensemble de nos métiers, que ce soit les métiers industriels ou les métiers de la distribution, qui servent le marché de la construction. Donc, il y a un patron pays pour la France, par exemple, un patron pays pour l'Allemagne, pour la Pologne, etc. Et c'est un groupe qui est donc très, très international. Avec une raison d'être qu'on a définie il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en 2020, après un processus qui a impliqué une vingtaine de milliers de personnes et qui est « Making the World a Better Home », avec le mot « better » traduisant la question de la sustainability. Et ça se traduit par notre vision, qui est d'être le leader mondial de la construction durable, bien évidemment au sein de notre écosystème. Et le plan stratégique actuel s'appelle Grow and Impact. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sustainability, en termes climatiques de manière générale? Alors, on n'a pas attendu 2019-2020 pour agir. J'aurais tendance à dire Saint-Gobain, ça fait plus de 350 ans que Saint-Gobain existe. Donc, Saint-Gobain est une entreprise durable par construction. Mais bien évidemment, l'agenda s'est accéléré ces dernières années. C'est accéléré, j'ai déjà parlé de la raison d'être en 2020. Un autre moment très, très fort, ça a été en 2019, un an auparavant, lorsque l'on s'est engagé sur la neutralité carbone. En tout ça, ça peut paraître un peu
de marketing, une raison d'être, un engagement neutralité carbone. On ne met pas beaucoup de concret. D'ailleurs, quand on a pris l'engagement sur la neutralité carbone, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Ça paraît être un peu du marketing, c'est absolument pas le cas. Ça donne des boussoles à l'organisation qui sont extrêmement fortes. Et je peux vous dire que j'ai personnellement vécu 2 moments dans mon rôle, avant 2019 et après 2019. Avant 2019, mon sujet était traité par les experts de ce moment. Après 2019, et ça c'est en accélération extrêmement forte, il y a une appropriation par l'ensemble des équipes à tous les niveaux. Donc quelque part, le fait de dire ben voilà là où on veut aller, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien comment on va y arriver, mais c'est à ça qu'on veut arriver, ça a créé un momentum. Et j'avoue que le momentum a été beaucoup plus fort que ce que nous imaginions au moment où nous avons pris ces engagements. Alors, ça veut dire quoi de manière un peu plus concrète? Alors, on s'appuie sur une feuille de route RSE, je ne vais pas la décrire dans le détail, elle est sur ces 6 piliers, elle vise à ce qu'on appelle maximiser notre impact positif pour la planète et nos clients, tout en minimisant notre empreinte. On a des indicateurs que l'on suit, tout ça, ça nous prépare aussi à l'évolution du cadre réglementaire au niveau européen. Mais si je vais vers le sujet climatique, ça veut dire quoi? Maximiser d'abord notre impact. On considère d'abord qu'on est un pourvoyeur de solutions. Une solution pour décarboner le monde du bâtiment avec des effets de nos solutions qui sont énormes. Quand on rénove un bâtiment, quand on réduit sa consommation énergétique, on la réduit pour l'ensemble de la vie du bâtiment. Et donc tout de suite, tout ça, ça s'additionne, ça se mesure. Ça se mesure par la notion d'émissions évitées chez les clients. C'est un sujet qui est des fois un petit peu délicat parce que pour éviter quelque chose, il faut se comparer à quelque chose. Et on peut faire des choix en matière de comparaison qui sont contestables. Et l'important, c'est d'être transparent sur les choix qu'on fait. Donc, nous, on a évalué les émissions évitées pendant la durée de vie des solutions qui ont été vendues pendant 1 an. Et on arrive à ces chiffres qui sont importants, autour de 1,3 milliard de tonnes de CO2 évitées. On l'a fait en s'appuyant sur les guidelines, il n'y a pas de standard, mais il y a des guidelines. Encore récemment, une organisation internationale de référence, que le World Business Council for Sustainable Development, le WCSD, a sorti ce qui sont aujourd'hui les guidelines les plus robustes. Et notre méthode est très alignée avec ces guidelines. Et surtout, on rend transparence. C'est-à-dire, on rend disponible sur Internet notre méthodologie, ça a été revu par des tierces parties, nos auditeurs l'ont validé. Donc, voilà, après, on peut contester ce que l'on veut, on peut faire les calculs avec d'autres scénarios, et c'est tout à fait légitime, mais on cherche à malgré tout capter ça, parce que c'est extrêmement important d'arriver à capter le bénéfice des solutions qu'on veut développer, parce que c'est quand même le cœur de notre stratégie. Le cœur de notre stratégie, c'est d'adresser ça, c'est-à-dire c'est 40% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au monde du bâtiment. Je pense que vous avez tout ça en tête. Mais vous avez aussi en tête que de ces 40%, 2 tiers, c'est ce qu'on appelle le carbone opérationnel, donc lié au chauffage, à la climatisation, et 1 tiers, c'est le carbone des matériaux au niveau mondial. En France, les pourcentages sont légèrement différents, mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. En général, quand les États parlent de trajectoire carbone, ils ne parlent pas beaucoup de leur bâtiment. Ils parlent d'énergie renouvelable, de véhicules électriques, d'avions à hydrogène, mais le bâtiment. Et sachant d'autant plus, et ça vous le savez aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la science-fiction. On sait décarboner techniquement plus de 2 tiers de ces émissions avec les solutions qui existent aujourd'hui. Notre enjeu, ce n'est pas de développer l'avion à hydrogène de demain. Notre enjeu, c'est de faire que ces solutions qui existent soient très, très largement mises en œuvre. Et donc, pour ça, il faut aussi pouvoir le mesurer. Il faut pouvoir rendre visibles ces bénéfices. Et nous, ce qu'on a constaté chez Saint-Gobain, c'est qu'on avait un peu du mal à rendre visibles ces solutions. Saint-Gobain, c'est un animal qui est un peu pas complètement simple à appréhender. Et donc, en quoi on apporte des bénéfices?
On va chercher à faire un petit travail, il y a 3 ans, qu'on a appelé Solutions for Growth, qui a été d'écrire Saint-Gobain par un certain nombre de cas d'usage, qui sont des marchés typiques, la rénovation de la maison individuelle en France, la construction du collectif au Brésil, par exemple. On a cherché donc à caractériser ce que sont nos marchés principaux. On a aussi cherché à caractériser qui sont nos clients. La Bouygues, on a le client final, mais on a l'architecte, on a le développeur, on a l'artisan. Et donc, et chacun de ces clients, il perçoit les bénéfices qu'on est capable de lui vendre de manière différente. Un artisan, il va d'abord et avant tout, lorsqu'on parle de sustainability, s'intéresser à des problématiques d'ergonomie ou d'exposition aux poussières. Un client final, il sera intéressé au confort de son bâtiment et à sa facture énergétique. Donc, on a cherché à caractériser ça. Qu'est-ce que c'est que la sustainability? Comment c'est perçu? Qu'est-ce qui fait aussi la performance? On a cherché à l'analyser au travers d'un certain nombre de ces cas d'usage pour arriver à avoir à la fois une caractérisation de ces bénéfices qualitative et dans la mesure du possible quantitative, pouvoir mettre en avant dans nos claims marketing les sujets les plus importants tout en ayant conscience des éventuelles limites qu'il peut y avoir pour nos solutions, et puis tirer notre innovation vers des solutions qui sont encore plus durables. On a cherché à évaluer globalement aujourd'hui quelle est la part de chiffre d'affaires de Saint-Gobain qui apporte des bénéfices en matière de sustainability. On en est arrivé autour de 75%, un peu moins de 75%. Ça ne veut pas dire que les 25% restants sont négatifs en matière de sustainability, ils sont neutres. Quand vous allez acheter une perceuse chez Point P, pas vraiment dire que la perceuse apporte des bénéfices en matière de sustainability. Et éventuellement, si elle est ultra efficace énergétiquement, mais encore, c'est quand même un peu limite. Donc, on est arrivé à ça. C'est un peu notre taxonomie interne pour ceux qui connaissent cette terminologie européenne. Ce n'est pas les chiffres qui apparaissent dans notre éligibilité en matière de taxonomie, parce que la taxonomie regarde un monde un peu étroit d'un point de vue économique. Donc, c'est un peu plus large, à la fois en termes d'éléments environnementaux, de santé et de bien-être. Mais voilà, on a cherché à faire cet exercice. Pareil, comme pour les évitements, méthodologie publique, revue par des auditeurs. Elle est disponible pour tout un chacun. Elle peut être critiquée. Chacun peut s'amuser à faire ses calculs dans un autre sens. Mais voilà, nous avons fait nos choix pour essayer de mesurer tout ça. Et là, maintenant, je vais placer un peu plus de temps sur la partie de notre empreinte. Parce que je pense que c'est un peu ce qui peut être un peu nouveau dans la manière dont vous pouvez aujourd'hui voir un groupe comme Saint-Gobain et globalement la manière dont on peut avancer sur le contenu carbone des matériaux de construction, notamment des matériaux de construction que Saint-Gobain produit. Donc, on s'est engagé sur la neutralité carbone. Donc, on s'est engagé sur la neutralité carbone sur notre empreinte. Évidemment, la question des bénéfices pour nos clients, des émissions évitées, ça ne rentre pas dans la neutralité carbone, c'est autre chose. Donc, la neutralité carbone, c'est notre empreinte. Or, cette empreinte, elle se mesure. Elle se mesure, il y a des standards développés par le Greenhouse Gas Protocol, et ça se mesure en scope 1, 2, 3. Alors, scope 1, ce sont les émissions directes. C'est le CO2 qui sort des cheminées de nos usines. C'est principalement lié à la consommation de gaz naturel, certaines matières premières que l'on utilise qui émettent du CO2. Saint-Gobain, en 2022, c'est 8,4 millions de tonnes de scope 1. Et il y a le scope 2, qui est le contenu carbone principalement de l'électricité qu'on utilise. Donc, plus fort si l'électricité est carbonée, moins fort si l'électricité est décarbonée. 1,4 million de tonnes de scope 2 pour Saint-Gobain. Puis après, on a ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, ce sont les émissions dans notre chaîne de valeur, liées à la production de nos solutions, au transport ou à leur utilisation. À nouveau, ce n'est pas les émissions évitées, ça c'est autre chose. C'est vraiment l'utilisation, un ordinateur qui émet
du carbone par la consommation énergétique. Nous, notre scope 3, c'est d'abord et avant tout du scope 3 amont. C'est-à-dire le scope 3 lié aux matières premières qu'on utilise, à nos produits de distribution et globalement à tout le transport, à la fois amont et aval de nos produits. Globalement, nos produits sont passifs. Un produit d'isolation, il n'émet pas quand il est installé. Il permet d'éviter, mais il n'émet pas quand il est installé. Donc, il n'y a pas de scope 3 lié à son utilisation. Et globalement, c'est vrai pour la plupart des produits de Saint-Gobain, ils sont passifs. Donc, notre scope 3 est amont et grosso modo, là, il y a 23 millions. Aujourd'hui, on estime qu'on est autour d'une trentaine de millions de tonnes en scope 3. Donc, ça fait un quart de scope 1 et 2, trois quarts de scope 3. Est-ce que c'est beaucoup? Par ordre de grandeur, est-ce que vous savez ce qu'un Holcim émet? Une idée? Autour de 130 millions de tonnes en scope 1 et 2. ArcelorMittal? Pareil. Total? En total, c'est 40 millions de tonnes en scope 1 et 2, mais 400 millions de tonnes en scope 3. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur. Un autre, Unilever. Et scope 3 élevé, scope 1 et 2, rien du tout. Donc, c'est important à avoir ces ordres de grandeur en tête, parce qu'il y a certains qui se disent on est super fort, scope 1 et 2, vachement bas et tout. Et le jour où ils commencent à devoir reporter sur leur scope 3, c'est aussi un petit peu une autre histoire. Nous, grosso modo, on est assez équilibré, on va dire. Et l'engagement, c'est de réduire autant que possible nos émissions. Aujourd'hui, c'est validé. Il y a eu un standard élaboré par la Science Based Target Initiative, publié il y a un peu plus d'un an, qui a dit ce que ça voulait dire réduire autant que possible. Ça veut dire au moins 90% par rapport à notre baseline. Notre baseline, c'est 2017. Donc, on s'est engagé de réduire au moins de 90% nos émissions sur les 3 scopes par rapport à la baseline 2017. Et on se donne la possibilité de séquestration des émissions résiduelles. On n'intègre pas dans notre feuille de route des histoires de compensation financière des émissions. On n'est pas dans l'installation de forêt quelque part ou le financement de forêt pour réduire nos émissions. Pour l'instant. Peut-être qu'en 2035, 2040, on se reposera la question. Mais d'ici là, on cherche d'abord et avant tout à réduire nos émissions. Et on se donnait, alors ça je vais y revenir, ça c'est les leviers principaux sur lesquels on agit. On s'est donné une étape intermédiaire à 2030, qui a été validée aussi par la Science Based Target Initiative, de réduction d'un tiers nos émissions de scope 1 et 2 par rapport à 2017, en absolu. Ça veut dire qu'il faut, l'effort est plus fort. Et il faut aussi compenser la croissance potentielle que l'on aura entre 2017 et 2030. Et puis, on s'est donné un premier objectif que je considère comme un premier objectif, c'est plus pour capter le sujet et commencer vraiment à travailler de manière sérieuse sur le scope 3 de réduction de 16%. Et je vous avoue, quand on a défini cet objectif, on ne savait pas très bien d'ailleurs quel était notre scope 3. Donc, on est surtout d'abord et avant tout en train d'arriver à capter correctement la comptabilité du scope 3, qui est un exercice pas simple du tout, et à arriver à attaquer au premier chef les low-hanging fruits. Et ça donne ça quand on cherche à… Alors, un point important, ça c'est une roadmap, je ne sais pas pourquoi il y a un diamant rouge là qui a disparu, mais ça c'est une roadmap que l'on a définie au niveau du groupe. Et ce que l'on a commencé à faire à partir de 2021, c'est de demander à toutes les business units de Saint-Gobain, quelles qu'elles soient sur la planète, quel que soit leur métier, de travailler sur leur propre feuille de route. De nous dire, à 2030, pas 2050, à 2030, c'est déjà un bon exercice, de nous dire quelle est votre empreinte carbone, quels sont les leviers sur lesquels vous pensez pouvoir agir à 2030 et où est-ce que vous pensez pouvoir atterrir. Quand on l'a fait la première fois en 2021, les gens, ils débarquaient, ils ne comprenaient rien du tout. Ils disaient, oh là, il dit moins 33, on va dire moins 33, on va partir de la conclusion et on va faire semblant de faire l'exercice. La deuxième année, 2022, on l'a refait. 4000 projets identifiés. Aujourd'hui, on a 4000 projets dans notre base de données. On refait l'exercice cette année.
en 2023. Ça va être encore plus sérieux. Je peux vous dire que ça stresse dans toutes les organisations de Saint-Gobain parce qu'on leur demande aussi maintenant de travailler sur le scope 3. C'était d'abord avant tout sur le scope 1 et 2. Et d'arriver comme ça à creuser de plus en plus. Et en termes d'appropriation par les équipes, c'est extrêmement important. Et à nouveau, partout sur la planète. Ça s'avère qu'on fait la consolidation, ça vaut ce que ça vaut, mais on arrive à nos moins de 33%. Et donc, ça donne grosso modo ça. C'est ça la feuille de route à 2030. C'est là où on était en 2017. Pour l'instant, on est très très bien. En 2022, on est à moins 27% par rapport à 2017. Il y a eu des bouts d'effet de périmètre, il y a eu des bouts de décroissance d'activité un peu carbonée, mais on est super avancé. Sauf que on espère bien faire ça. Et donc, on a 3 leviers principaux. La manière dont on achète l'énergie, tout ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, nos investissements, l'économie circulaire. Chaque fois qu'on remplace une tonne de sable par une tonne de verre recyclé de calcine pour fabriquer du verre, on réduit 350 kg de l'émission de CO2 de scope 1 et 2. C'est énorme. C'est énorme. Et idem pour le scope 3 d'ailleurs, à peu près autant pour le scope 3. Donc c'est énorme. Et puis la manière dont on reformule nos produits, qu'on va aller vers des produits plus légers, des produits repensés, moins carbonés. Donc pour l'instant, on est en ligne. Un point important sur 2030, on ne fait pas de la science-fiction. On ne dit pas qu'on va avoir des solutions miracles, de l'hydrogène décarboné sur toute la planète, du stockage de carbone, en veux-tu, en voilà. Non, 2030, c'est dans 7 ans. C'est-à-dire les solutions, elles existent aujourd'hui. Et donc, on ne fait pas de la science-fiction. Là où on fait de la science-fiction, c'est pour après. C'est de se dire, 2030, ce n'est pas l'étape ultime. Il faut préparer l'après. On ne va pas arriver à zéro avec nos procédés d'aujourd'hui. Donc, il faut trouver des solutions techniques pour la plupart de nos procédés. Mais ce que l'on a décidé de faire, c'est d'y aller. De ne pas attendre 2030, de ne pas attendre une économie de l'hydrogène, de ne pas attendre de l'électricité renouvelable partout. C'est démontrer techniquement à l'échelle industrielle, pas en labo, à l'échelle industrielle, que c'est possible de décarboner nos procédés. Et on a décidé que dans tous nos procédés chez Saint-Gobain, on devait avoir, là, maintenant, les 2-3 prochaines années, un exemple, au moins, d'usine zéro carbone ou très bas carbone. Alors, zéro carbone, c'est toujours en scope 1 et 2, ou très bas carbone. On l'a fait. On a eu 3 premières mondiales en 2022. Une semaine de production d'un verre zéro carbone en scope 1 et 2 en France, à Aniche. On a produit avec 100% de verre recyclé, 100% de biogaz, 100% d'électricité renouvelable. Ça a marché, grande première. C'est la première fois qu'on utilisait 100% de verre recyclé pour faire du verre plat. Même chose pour la plaque de plâtre. Et on va démarrer dans quelques semaines une première usine de plaque de plâtre 100% électrique. Il y a plusieurs étapes du procédé qui, pour l'instant, n'étaient pas électriques. Et donc, on va faire cette usine qui va démarrer en Norvège. Alors, en Norvège, il n'y a pas de secret, l'électricité est décarbonée en Norvège. C'est de l'hydroélectrique. Mais voilà, on va le faire et elle va fonctionner. C'est pas un labo, c'est une usine qui va fonctionner à plein, 100% électrique. Et la même, on va la démarrer l'an prochain au Canada. On a, la semaine dernière, annoncé qu'on avait réussi à faire un premier essai de production de verre plat avec 30% d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, il n'est pas vert. Il n'y a pas d'hydrogène vert. Mais on a réussi à démontrer en Allemagne, sur une ligne industrielle, qu'on a réussi à faire un verre plat à partir de 30% d'hydrogène. On va continuer à montrer aussi industriellement qu'il est possible de faire. En fait, quand on regarde tous les procédés de Saint-Gobain, on a beaucoup de procédés qui peuvent être électrifiés. Et aujourd'hui, la vraie limite, c'est l'accès à l'électricité renouvelable et à son coût. Mais on a pas mal de procédés qui peuvent être électrifiés. Et puis, on a certains, c'est plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le verre plat. Aujourd'hui, les grands fours verriers, on appelle des flottes, qui fonctionnent au gaz naturel.
On n'arrive pas à avoir la qualité de verre plat avec un verre produit à partir d'un four 100% électrique. Il y a des bulles. Alors, pour le bâtiment, ça va encore. Pour l'automobile, c'est totalement rédhibitoire. On peut le faire pour l'isolation, pour la laine de verre. Là, les bulles, c'est très bien parce que ça aide à la performance. Mais pas pour le verre plat. Alors, ce qu'on cherche à faire pour le verre plat, c'est d'explorer plusieurs technologies. On ne va pas s'enfermer dans une solution. On ne va pas se dire, le monde demain sera un monde à l'hydrogène. Donc, on met tous nos œufs dans l'hydrogène. Non, on le fait sur un site. On fait un site biogaz. Le biogaz, c'est sympa là où il y a du biogaz. Mais en Égypte, dans notre flotte égyptien, je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de biogaz. On essaye aussi, on a annoncé ça il y a quelques semaines, on a fait un partenariat avec notre principal concurrent pour développer un four 50% électrique et qui va être mis en œuvre dans une usine du concurrent en Tchéquie. Puis on a aussi un exemple que l'on veut mettre en œuvre en Angleterre avec du stockage de carbone. Donc à nouveau à l'échelle industrielle, pas s'enfermer dans une technologie pour démontrer que c'est possible. Puis on veut faire la même chose au niveau commercial. Donc avoir dans toutes nos gammes de produits au moins une offre zéro carbone ou bas carbone pour tester le marché, pour tester l'appétence de M. Bouygues ou de Mme Vinci. Tester l'appétence, jusqu'où on peut aller. Bien évidemment aussi, quel est le premium qu'on peut demander pour ce type de solution. Aujourd'hui, ça reste tout ça très, très théorique. Les solutions bas ou zéro carbone, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, pour également passer à l'échelle, il faut aussi avoir des proof of concept qui sont des proof of concept commerciaux. Enfin, c'est de travailler donc, sur notre scope 3, c'est engager les fournisseurs. C'est compliqué, je vous l'ai dit. Il faut le mesurer. 180 000 fournisseurs chez Saint-Gobain. C'est loin d'être évident de mettre toute cette information en connexion. Puis il faut les engager, nos fournisseurs. Et beaucoup, c'est des PME. Il faut leur expliquer ce que c'est qu'une trajectoire carbone, comment on mesure le carbone, comment on se fixe des engagements et qu'est-ce que ces engagements peuvent vouloir dire. Et puis pour accompagner tout ça, il y a un certain nombre d'outils. La rémunération est annexée sur le carbone, la rémunération variable de court et de long terme. Ces sujets-là font partie des décisions qui sont prises en matière de CAPEX, en matière de M&A, en utilisant en particulier un prix interne du carbone pour rendre plus attractifs des investissements qui permettent d'accélérer la décarbonation. Et puis, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème un peu partout pour accélérer la transformation et bien évidemment, en anglais, l'uptake de ces solutions. Voilà, tout ça dans cet objectif lié à la raison d'être de Saint-Gobain. Voilà, déjà, félicitations.